있죠? Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la parole est aux avocats des parties civiles pour poursuivre l'interrogatoire de cette partie civile. Allez-y. Maître Kimenki. Monsieur Engum, j'ai encore quelques questions. Et je vais vous demander maintenant de nous parler du discours prononcé par Monsieur Khieu Samphan. En dehors de ce que vous nous avez déjà dit concernant les discours qu'il a donnés pendant les séances politiques, avez-vous autre chose à ajouter? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Que voulez-vous savoir? Que souhaitez-vous que je rajoute? Quel est le sens de votre question? Question. Avant la pause, vous nous disiez que M. Khieu Samphan prononçait des discours où il mentionnait des personnes qui s'opposaient au parti, des femmes qui utilisaient mal les aiguilles et des travailleurs qui utilisaient mal les charrues et qui étaient considérés comme des ennemis et des opposants du parti. Si vous avez autre chose à dire sur ce sujet, allez-y. Réponse. J'aurais juste une chose à rajouter. Il nous a dit d'observer la manière qu'avaient les gens de faire des choses. Il disait que nous devions de faire ce que le parti voulait que l'on fasse. Je pense que c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Question. Êtes-vous en train de poser une question ou de répondre à ma question? J'ai l'impression que vous posez une question, que vous ne répondez pas. Veuillez préciser vos propos. Réponse. Je n'ai pas d'autre réponse à rajouter. Question. Vous avez également dit avoir participé à une formation politique pendant une semaine. Donc, à part cette formation d'une semaine, étiez-vous contraint de travailler à un hôpital à Phnom Penh? Réponse. Durant cette séance de formation d'une semaine, après la formation, je devais me rendre à l'hôpital. Je n'ai pas demandé à suivre cette formation, on m'a dit de le faire. Question.
Qui était responsable de l'hôpital où vous travaillez et dans quel service de l'hôpital travaillez-vous? Réponse. Je travaillais pour apporter un soutien aux séances de formation politique. Je devais étudier très dur parce que le parti m'a nommé et m'a envoyé à Phnom Penh. Je devais donc étudier pour améliorer mes compétences. À part cela, je n'avais rien d'autre à faire à part m'occuper des étudiants en médecine. Question. Vous a-t-on demandé de soigner des patients aussi? Réponse. Tous les médecins étaient censés soigner leurs patients. Nous le faisions à tour de rôle pour bien soigner les patients à l'hôpital. Question. Dans quel état étaient ces patients à l'hôpital? Qui étaient ces patients hospitalisés? Réponse. Les patients à l'hôpital du 17 avril étaient surtout des ouvriers, des employés et des officiels qui travaillaient à Phnom Penh. Question. Le traitement qu'on offrait à ces patients était-il efficace et y a-t-il des patients qui sont décédés à cause de ce traitement? Réponse. Je n'ai jamais observé cela. Il est possible qu'il y ait eu des cas de décès dû à la négligence des médecins traitants, mais je ne l'ai pas observé personnellement, donc je n'en dirai pas plus. Question. Comment est-ce qu'on prescrivait les médicaments pour les patients et d'où provenaient les médicaments? Réponse. Chaque hôpital avait un dispensaire. Avec un responsable qui devait dispenser les médicaments aux gens conformément aux ordonnances. Dans mon service, pendant la période où il n'y a pas eu de changement politique dans la zone Est, nous avions de bons médicaments. Et nous n'avons pas souffert de pénurie de médicaments parmi les cadres.
Je pense que c'était des médicaments qui restaient des anciens régimes. Nous les avons rassemblés. Ils étaient dans différents endroits. Nous les avons stockés à l'hôpital. Nous avons collecté les médicaments qui restaient dans les différentes pharmacies de Phnom Penh et nous les avons entreposés à l'hôpital afin de traiter nos patients. Question. Est-ce que l'on effectuait des interventions chirurgicales dans le cadre d'expériences médicales? Réponse. À l'hôpital du 17 avril ou à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique, il y avait des médecins qui venaient du secteur 20. C'était le plus grand hôpital du pays à cette époque. Je n'ai pas été témoin d'intervention chirurgicale, mais j'ai vu cela se passer à la base, lorsque des gens qui devaient être exécutés subissaient des interventions chirurgicales dans le cadre d'expériences et on les opérait vivants. Question. Vous dites avoir vu des gens à la base qui subissaient des interventions chirurgicales alors qu'ils étaient vivants. Est-ce exact? Réponse. La vérité est que j'y ai participé. Ils n'opéraient pas sur les cadavres. C'était des êtres humains qui se faisaient opérer et moi, je me tenais debout à côté du bloc opératoire en allongeant les gens sur le bloc ou sur une table. Et les étudiants devaient observer la manière d'amputer les doigts. Ils amputaient des parties du corps et puis il ne restait plus qu'une main attachée à la perfusion. Mais ces gens étaient déjà inconscients parce qu'on leur avait injecté un produit pour les endormir au moment de l'opération. C'était à Preveng, dans le secteur 20, je l'ai vu de mes propres yeux. Question. Qui ordonnait de telles interventions chirurgicales? Pourquoi devait-on opérer ces gens? Réponse. On m'a dit que la majorité de ces gens étaient des espions. C'était des gens qui restaient de l'ancien régime. Ils étaient classifiés et destinés à être exécutés d'après le slogan qui consistait à dire « à vous gagner, nous ne gagnons rien et à vous perdre, nous ne perdons rien ». Le corps entier était donc découpé en morceaux et les morceaux étaient placés dans un sac pour être jetés.
Question. Merci. Vous avez dit à vous garder, nous ne gagnons rien, à vous perdre, nous ne perdons rien. Pourriez-vous préciser le sens de cette phrase? Qu'est-ce que vous entendez par cela? Réponse. À vous garder, nous ne gagnons rien, à vous perdre, nous ne perdons rien, signifie que les gens qui tombaient dans cette catégorie étaient perçus comme étant déjà morts et devaient être exécutés. Le parti a pris la décision concernant ce groupe de personnes. Question. Merci. Je voudrais aborder maintenant votre carrière à l'hôpital. Pendant que vous travaillez là-bas, avez-vous jamais vu des experts médicaux étrangers qui venaient de l'étranger pour dispenser des formations? Réponse. J'ai vu des étrangers, des Chinois et des Coréens qui venaient donner des formations médicales à l'hôpital. Monsieur Chun faisait cela très bien. Je l'ai vu donner des formations. Je le reconnaîtrais encore aujourd'hui s'il était devant moi. Il était de taille moyenne. Il nous apprenait des sujets scientifiques médicaux. Les Coréens et les Chinois nous aidaient également avec les techniques d'intervention chirurgicale. Les gens qui nous enseignaient avaient des expertises différentes. Ils avaient des spécialités. Par exemple, il y avait ceux qui étaient spécialisés dans le traitement de la tuberculose, qui étaient nommés pour former des étudiants en la matière. Après avoir terminé une matière, nous passions à une autre. Les formateurs venaient et repartaient. Je ne me souviens pas de tout le monde. Je me souviens d'un autre enseignant, un formateur qui s'appelait Ni. Et Monsieur Chun, que je viens de mentionner, qui était mon formateur. Ni était expert en matière de tuberculose et il formait des gens là-dessus. Question. Merci. Pourriez-vous nous dire combien de personnes ayant fait partie de l'effectif de l'hôpital sont encore en vie aujourd'hui? Réponse. Malheureusement, aucun d'entre eux n'aurait survécu. En tout cas, je n'en ai pas retrouvé. Il y avait beaucoup de personnel à l'hôpital. Je n'ai jamais su où est passé M. Chun, ni les autres employés de l'hôpital. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a formé et c'était un cardiologue. Question. Est-ce que des membres du personnel médical ont été arrêtés? Réponse.
Je peux vous dire ce que j'ai observé pendant mes études. Des membres du personnel ont été arrêtés. Des participants aux séances d'études ont également été arrêtés. Je n'ai jamais vu la manière dont on les arrêtait, mais je l'ai observé. Ceux qui étaient le plus en danger étaient ceux qui venaient des zones est au début, ensuite des zones du nord-ouest, du nord et du nord-est. On chargeait les gens à bord de camions. Je demandais où on les avait emmenés. On m'a dit que c'était des ennemis du parti ou des gens ayant trahi le parti. Ils étaient torturés au moment où ils montaient à bord des camions. Ça, c'était un moment très tragique. Je pleurais à chaque fois que je voyais cela. Même les femmes étaient encore moins bien traitées que les prisonniers masculins ou ceux qui étaient arrêtés. Question. Je vous prie d'essayer de rassembler vos esprits. Votre témoignage nous est précieux. Acceptez-vous que je poursuive ou avez-vous besoin de temps avant de reprendre? N'hésitez pas à nous le dire. Réponse. Je ne veux pas vous empêcher de poursuivre votre interrogatoire. Je vous demande votre patience car à certains moments, je vais ressentir de fortes émotions. Une question. Je vous remercie. J'ai encore quelques questions concernant ces arrestations. Lorsque vous avez vu des gens être arrêtés, qu'avez-vous ressenti? Et avez-vous jamais appris les raisons de ces arrestations? Réponse. J'ai vu les arrestations. Je n'en ai vu que quelques-unes, pas toutes. Mais j'en ai été témoin. J'ai vu une femme, membre du comité de notre école, qui s'appelait Leng Sei. Elle était responsable des séances d'études politiques. Je l'ai vue une fois, on la mettait à bord d'un camion et elle était nue. J'ai demandé qui c'était et on m'a dit que c'était l'épouse de Till Hall. Question. Saviez-vous pourquoi Madame Leng Sei avait été arrêtée? Vous dites que c'était l'épouse de Till Hall. Savez-vous qui était Till Hall? Réponse. Till Hall était un intellectuel. C'était un écrivain. À cette époque, je ne savais pas avec certitude ce qu'il faisait. Je l'ai su plus tard.
Maître Kim Menki, je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie des précisions et des réponses que vous nous avez apportées. Et je voudrais céder la parole à Maître Pik Ong qui a encore quelques questions à vous poser concernant votre déclaration et votre plainte. Maître Pik Ong, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. J'ai encore quelques questions. Bonjour Monsieur M. Oun. J'aimerais vous demander quelques précisions. Lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital khmero-soviétique, avez-vous commencé vos études médicales de suite dès votre arrivée? Réponse. J'ai quelques réservations là-dessus. Je ne me souviens pas exactement ce que j'ai fait avant de commencer mes études de médecine. Je me souviens avoir participé à des sessions, peut-être politiques, avant que ne commencent les formations médicales sur les interventions chirurgicales. Je ne me souviens pas exactement si j'ai commencé d'abord par les formations médicales ou d'abord par les formations politiques. Mais je sais que j'ai participé aux deux, mais j'ai oublié dans quel ordre chronologique. Question. Ces séances politiques dont vous parlez étaient-elles à l'hôpital ou ailleurs? Réponse. Ces séances de formation politique étaient les seules séances politiques auxquelles j'ai participé. Question. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie d'inauguration de ces sessions de formation qui se serait tenue à l'hôpital khmero-soviétique? Réponse. Avant d'assister aux formations médicales, il y avait une cérémonie d'inauguration. Il fallait inaugurer la formation avant de commencer. Question. Qui a présidé cette cérémonie inaugurale? Qui étaient les dignitaires et ont présidé cette cérémonie? Réponse. Avant le début des formations médicales, l'inauguration a été présidée par le directeur de l'hôpital du 17 avril. Madame Lengsei, Monsieur Chun Chen, ainsi que d'autres médecins. Il y avait en tout environ 10 personnes qui présidaient cet événement. Question. Y avait-il d'autres personnes? Réponse. Non, il n'y avait personne d'autre. Question.
Alors que vous étudiez à l'hôpital Khmer soviétique? Où suiviez-vous vos cours de formation à Boré-Kéla? Alors que vous étiez rattaché à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique? D'après mes souvenirs, les formations politiques que j'ai suivies avaient duré 1 mois et demi ou 2 mois. Question. Et après cette formation politique, pendant combien de mois êtes-vous resté à l'hôpital avant de retourner à votre base? Réponse. Une fois que j'ai terminé mes études médicales à Phnom Penh, c'était 6 ou 7 mois après la formation politique. C'est à ce moment-là que je suis retourné dans la base. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Il est possible que je me trompe. Question. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un cours d'1 an. Mais vous n'avez fait que 9 mois? Avez-vous suivi tous les cours? Ou avez-vous accéléré vos études? Réponse. Non, je ne crois pas que nous ayons terminé. Mais le directeur de l'hôpital nous a dit que nous devions retourner dans les bases pour soigner les combattants blessés dans le cadre des combats entre le Vietnam et le Cambodge. Donc, comme soignants formés, nous devions retourner dans nos bases respectives pour les soigner. Donc, nous n'avions pas terminé le cours, en fait. Nous n'avons étudié que pendant 9 mois. Mais, à l'origine, le cours devait durer 1 an. Mais nous n'avons étudié que 9 mois. Donc, ce n'est pas parce que nous avions terminé tous les cours, mais c'est que les circonstances justifiaient que nous retournions dans les bases. À l'époque, il y avait un besoin criant de soignants pour traiter les combattants blessés. Question. Vous avez dit que vous avez dû rentrer dans la base pour traiter et pour soigner les combattants blessés dans le cadre de combats avec le Vietnam. Vous souvenez-vous quand vous êtes rentré à la base? Réponse. Je ne me souviens pas exactement quand. Il est possible que ce soit à la fin 77 ou au début de l'année 78. Maître Pikang, merci de ces précisions. J'aimerais demander plus de précisions. Je sais que mon confrère vous a posé des questions à propos de votre formation à Boré-Kéla. J'aimerais que l'on précise certains aspects de ce que vous avez déjà dit à ce sujet. Pouvez-vous nous dire, alors que vous participiez à des cours de formation politique à Boré-Kéla, combien de participants y avait-il lors de chacune des séances? Pouvez-vous nous décrire l'ambiance, l'environnement de ces formations?
Réponse. J'ai participé au cours à Boracay-là. C'était dans une espèce de salle de classe. Où ils avaient construit une école avec un toit en métal. Il y avait plus de 1000 participants, un peu plus de 2000. Comme je l'ai dit plus tôt, ceux qui participaient étaient ceux qui avaient le rang actuel d'un fonctionnaire de district. Donc, ils venaient de partout au pays. Et quand j'ai vu le programme de cours, je ne comprenais pas très bien. J'étais un médecin. J'étais aussi responsable des affaires étudiantes. Donc il m'arrivait de dormir là-bas, d'y passer la nuit. Et il m'arrivait aussi de dormir à l'hôpital khmero-soviétique. Et je me suis posé la question, pourquoi devais-je suivre ces cours? Mais j'ai remarqué qu'en général, les gens demeuraient dans un bâtiment collectif, par exemple. S'il y avait un étage divisé en différents appartements, ils faisaient tomber les murs pour que tout le monde y reste. Et il s'agissait d'un cours assez intensif. Il fallait beaucoup étudier. Comme je l'ai dit plus tôt, tous ceux qui participaient étaient au moins au niveau du chef de comité de district ou membre du comité du secteur, du district, ainsi que les directeurs de services affiliés aux différents ministères à Phnom Penh. Ce qui veut dire qu'il y avait quelques 2000 participants dans ce cours de formation. Les repas, eux, il fallait le faire dans le réfectoire. Et donc, c'était le repas collectif. Et moi, je pouvais dormir n'importe où. Ça ne me gênait pas de dormir dans un hamac ou même à même le sol. Mais il fallait de tous dormir dans un dortoir collectif. Question. La salle où vous receviez vos cours, vous dites qu'il y avait quelques 2000 participants. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblait cette salle de classe? Comment pouvait-elle contenir 2000 personnes? Réponse. Ce n'est pas de la spéculation de ma part, mais j'aimerais rappeler que je ne peux pas vous parler avec une extrême précision. L'école dont je viens de vous parler, ce n'était pas comme une salle comme celle-ci. Il y avait une salle pour les réunions, un peu comme à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Nous n'étudions pas dans une école. Il y avait un bâtiment conçu pour les formations. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Une petite chaise et un petit bureau. C'est mon souvenir, ce n'est pas de la spéculation, mais je pense que la salle pouvait contenir quelques 2000 personnes. Il y avait un auditorium à l'hôpital qui pouvait lui aussi accueillir autant de personnes. Question. Vous dites que chacun des participants avait une chaise et une table. Pouvez-vous nous dire quelle était la taille de la chaise et de la table? Réponse. Chacun d'entre nous avait sa propre table, à peu près de la même taille que celle-ci, là où je suis assis.
Mais il y avait une espèce de petit plateau où on pouvait placer son cahier. Et évidemment, on ne pouvait pas bouger les chaises, comme celle-ci. C'est un peu comme là, derrière moi, dans la galerie du public. Mais ce n'était pas aussi une chaise aussi grande. C'est un peu comme la chaise qui est à ma gauche. Et on ne pouvait pas la déplacer. En fait, il y avait donc un siège pour chacun des étudiants. Le président. Vous pensez sans doute que vous avez beaucoup de temps pour poser des questions. Mais si vous voulez vous attarder sur les tailles des tables et des chaises, à mon avis, il s'agit de quelque chose de très banal. Et vous devriez poser des questions pertinentes pour les faits allégués dans le dossier 002-1. Maître Peacock. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel. La raison pour laquelle je pose la question, c'est pour m'assurer que la partie civile qui dépose devant nous ait bel et bien participé à ces cours de formation et qu'il comprenait bien la situation qui prévalait à l'époque. C'est pourquoi je pose ces questions sur les détails, pour assurer la véracité de ces dires. Passons. Vous avez remis votre demande de constitution de partie civile à la section d'appui aux victimes. J'aimerais vous montrer le document D22-39. D22-363. ERN Ankmer 0057 3967. En anglais, 00 0075 1867. Et en français, 0078 61 86. Ce document a été versé à l'interface. Je demande la permission de montrer à la partie civile ce document. Le président. Allez-y, Maître Peacock. Sur la page dont je viens de donner le RN, vous indiquez qu'au début, Monsieur Kyeu-Sampan était un cadre qui avait parlé des peuples nouveaux dans la commune de Cheklang, car Kyeu-Sampan avait vu que ces membres du peuple nouveau avaient une mentalité féodale. Et Kyeu-Sampan avait remarqué que les membres du peuple ancien et du peuple nouveau devaient être passés au crible pour retrouver parmi eux les ennemis. Et qu'il fallait donc imposer le travail chez ces gens pour pouvoir trouver les ennemis infiltrés, que le travail permettrait de les identifier. Et qu'il y avait des cadres, notamment des collègues et que ceux qui résistaient, qui protestaient, étaient donc des ennemis qui devaient être éliminés.
Ma question est la suivante. L'expression « peuple nouveau ». Cette division entre des gens, entre peuple nouveau et peuple ancien, cette distinction existait-elle à l'époque et a-t-elle été mise en œuvre sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Que voulez-vous dire par la période des 3 ans? Vous dites après le 17 avril 75? C'est les 3 ans. Avant le 75? Maître Pékang, je vous remercie de me demander des précisions. Je parle ici de la période qui a suivi le 17 avril 1975, jusqu'au 6 janvier 1979. Donc, la division de la population en peuple nouveau et peuple ancien. J'aimerais savoir s'il s'agissait d'une politique qui avait été mise en œuvre. Bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait une politique particulière réservée au peuple nouveau. Réponse. À mon retour de Phnom Penh dans ma base, comme je l'ai dit, surtout ceux dans le village de Chiklang, de la commune de Chiklang, le village était une base médicale pour les combattants. Je dis que la situation était grave dans le village. C'est que c'est là qu'on faisait des expériences sur les gens. J'ai été témoin d'une telle situation dans l'hôpital auquel j'étais rattaché. J'ai vu le milieu de travail et la situation. Et ils ont dit très clairement que les gens du peuple nouveau, que de perdre le peuple nouveau n'était aucune perte et que de les garder n'était aucun profit. Et donc, si je disais qu'il n'y avait pas de mise en œuvre d'une politique particulière, les gens penseraient ou seraient en droit de dire que j'exagérais. Mais je ne veux pas que l'on m'accuse de cacher quoi que ce soit. Ce qui s'est passé donc sur le terrain s'est produit. Et j'ai indiqué dans ma demande que j'avais demandé à mon épouse que l'on s'enfuit, car je ne voulais pas être confronté à cela. Question. Pour en revenir sur la question des formations politiques à Boré Kayla, vous souvenez-vous si Khieu Sampan a parlé ou a évoqué ce que d'autres avaient dit avant lui? Réponse. Avant de passer d'un intervenant à un autre, avant de parler donc du sujet dont ils devaient parler, ils avaient tendance à rappeler ce que l'intervenant précédent avait dit et établir un lien entre le discours précédent et le leur. Question. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Celui de la fin 77, début de l'année 1978. Quand vous êtes retourné au secteur 20, vous êtes allé là pour travailler comme soignant ou comme
médecin ordinaire. ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីពេញរហូតដល់មូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំទទួលធ្វើពេទ្យ Réponse. À mon retour au secteur 20, je suis retourné à mon ancien bureau. J'étais responsable de la formation du personnel médical. J'étais aussi responsable de la formation politique pour les gens de la base. Je suis allé faire des inspections dans d'autres hôpitaux quand le temps me le permettait pour voir s'il y avait des épidémies de maladies quelconques dans d'autres hôpitaux de district. Question. Dans cette même demande de constitution, à la page précédente, vous dites qu'on vous a forcé à vous marier. Pouvez-vous donner plus de détails, nous dire comment cela s'est produit? Réponse. J'aimerais d'abord, avant de répondre, de présenter mes excuses tant à la Cour qu'au Conseil si je m'attarde sur cette réponse. Car si l'on me demande de décrire ce que j'ai vécu, ce sera très long. Les jeunes, nous voulions la liberté de choisir notre propre épouse. Et si l'on vous forçait de marier quelqu'un que l'on n'aimait pas, c'était très pénible. Mais à l'époque, c'était très dur. Ils nous ont forcé de nous marier, ils ont organisé un mariage pour moi, et moi je devais marier quelqu'un que je n'aimais pas du tout. À l'hôpital de la base, on m'a confié la responsabilité de l'hôpital. Et l'on m'a demandé de marier quelqu'un pour qui je n'avais aucun amour. J'ai protesté et l'on m'a puni. On m'a transféré pour aller travailler sur le site de travail plutôt que de travailler dans l'hôpital. Mais plus tard, ils m'ont ramené à l'hôpital car il y avait beaucoup de patients qui avaient besoin de soins, donc j'ai été transféré. Mais avant de me retransférer à l'hôpital, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour me marier à l'épouse qu'ils avaient choisie pour moi. J'y ai pensé pendant 2 semaines. Et finalement, j'ai décidé que je devais me marier, sinon je courais un risque pour ma vie. Je me suis donc forcé à accepter ce mariage organisé. J'ai dû l'accepter. Mais c'était très difficile. Et à l'époque, mon épouse ne m'aimait pas non plus. Donc même quand nous passions la nuit ensemble, nous pleurions. Les deux.
សូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំ Maître Pécan. Avec le plus grand des respects, Monsieur le Président, j'aimerais passer à un autre sujet, parler du préjudice qu'il a subi pendant cette période. Mais si j'aborde ce sujet, cela peut prendre un certain temps, et donc je m'en remets à vous pour savoir si je puis aller de l'avant avec ce thème. Le Président. Pouvez-vous répéter votre réponse? Votre téléphone n'était pas... Votre microphone, l'interprète n'était pas allumé. Et si vous répondez sans microphone, personne ne peut vous entendre, pas plus les interprètes. Pouvez-vous répéter la réponse que vous avez donnée au Conseil de la partie civile? Je répondrai à toutes les questions que l'on me pose tant que je puis le faire. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, car quand je me rappelle le passé, il m'arrive de pleurer. Je suis un homme j'ai souffert de cela, mais je peux me mettre à la place de ma femme. Elle aussi a souffert. Et la nuit, nous en parlions entre nous. Et si nous avions refusé, on aurait fini par nous tuer. Nous nous sommes donc forcés pour satisfaire ceux qui avaient organisé le mariage pour nous. Et cela m'a pris presque 2 semaines pour consommer le mariage. Et je ne pouvais m'imaginer qui a pu imaginer un tel crime. Je ne veux pas me venger, mais je veux savoir qui a eu cette idée. C'est un crime particulièrement haineux. Et peut-être que les dirigeants ne s'en rendaient pas compte, mais ils devaient comprendre ce qui s'est produit. Je suis une victime de cet acte et il y en a eu beaucoup d'autres. Maître Pécan. Veuillez, je vous prie, ralentir votre débit. Après, vous êtes marié. Est-ce que vous avez été victime d'espionnage? Est-ce que l'on a vérifié si vous habitiez avec votre nouvelle épouse? Espionnait-on les nouveaux couples? Réponse. Maître, j'aimerais vous dire, ma femme et moi en avons parlé. Nous savions que l'on allait nous surveiller jour et nuit. Et nous pensions que l'on nous tuerait si nous n'exprimions pas notre amour l'un envers l'autre. Et qu'il fallait faire semblant de s'aimer pour satisfaire les autres. Et nous avons fini par avoir une fille. Contre toute attente. Question. Et après l'époque du Cambodge démocratique, avez-vous maintenu votre mariage? Réponse. Après l'effondrement du régime des Khmers rouges, je suis resté marié. Et nous avons eu un fils, ou plutôt un autre enfant.
car j'avais beaucoup de sympathie pour elle. Et j'ai eu beaucoup de problèmes à maintenir ce mariage, mais il a duré grâce à ma sympathie pour elle, car je ne l'aimais pas, elle ne m'aimait pas non plus. Et un jour, nous ne pouvions plus le supporter. Nous avons donc décidé de nous séparer. Et nous nous sommes divorcés. Et j'ai maintenant une nouvelle épouse. Question. Vous dites que vous vous êtes marié le 17 avril 1977. Et sur une autre page du même document, c'est ce que vous indiquez. Mais vous avez dit qu'en 77, vous étudiez à Phnom Penh. Comment avez-vous pu vous marier le 17 avril 77 dans un autre endroit? Pouvez-vous, je vous prie, nous apporter quelques précisions? ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានសុំអភ័យទោសជាមួយតុលាការក៏ដូចជាមីទី Réponse. Je présente mes excuses devant la Chambre si j'ai pu faire quelques erreurs. J'ai choisi le 17 avril comme date de mariage. Parce que mes proches ont assisté à mon mariage et sans leur soutien et leur présence le jour de mon mariage, j'aurais refusé de me marier. Je me suis réellement mariée. Est-ce que c'était le 17 avril 1977 ou 78? Je ne suis pas très certain. Je me suis mariée dans une de ces 2 années. C'était peut-être le 17 avril. « 1978 ou 77 ?» Question. Vous dites le 17 avril ou le 17 juillet 1977? Le président. Maître. Lorsque nous avons parlé de la première phase du procès, les actions d'atteinte à la dignité humaine sont exclues de la première phase, qui concerne les transferts forcés de population, phase 1 et phase 2. Donc, veuillez formuler des questions et de façon à les aligner sur les sujets concernés par cette partie du procès. Maître Piquant. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais simplement clarifier un certain nombre de points car il y avait des écarts dans les déclarations. Le Président, on ne vous interdira jamais de demander une précision à une partie civile ou à un témoin, mais ces précisions doivent tomber dans le périmètre de l'espèce en question. Maître Pikong. Merci, Monsieur le Président. Ma question suivante concerne votre famille. Pendant l'évacuation,
Est-ce que des membres de votre famille ont été concernés par ces évacuations? Est-ce que des membres de votre famille sont décédés pendant cette évacuation? Réponse. Les membres de ma famille n'étaient pas concernés par l'évacuation, mais j'ai perdu certains membres de ma famille et il me faudrait du temps pour parler de ce que j'ai perdu. De mon côté, j'ai perdu plus de 20 personnes, y compris mes cousins, sans compter mes parents par alliance. De mon côté, j'ai perdu entre 20 et 30 membres de ma famille. Ça, c'est avant 1975. D'autres membres de la famille ont été perdus après 1975. Maître Pikong, j'arrive à ma dernière question. Est-ce que la perte de vos proches vous a affecté? Réponse. Je pourrais en parler longuement. Suis-je autorisé à le faire, maître, monsieur le président? Il me faudrait du temps. Le président. Monsieur la partie civile, vous aurez la possibilité d'en parler à la fin de votre déposition. Les dommages que vous avez subis et vos souffrances, vous pourrez effectivement les exprimer plus tard. Maître Pikong, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je n'ai plus de questions. Le Président, merci Monsieur M. Nous sommes à la fin de votre déposition pour aujourd'hui. L'audience sera levée et reprendra le lundi 27 août. Où on continuera à entendre votre déposition. L'accusation vous posera des questions. L'après-midi du lundi 27, il n'y aura pas d'audience. La réunion de mise en état sera convoquée à ce moment-là afin de résoudre les questions restant en suspens depuis la précédente réunion de mise en état. Ce sera une réunion à huis clos. Monsieur M. Vous devez revenir déposer lundi, huissier d'audience. Veuillez vous assurer de l'hébergement de M. M. Et de lui apporter toute aide nécessaire pendant la suspension de l'audience et faire en sorte qu'il revienne au prétoire lundi à 9h. Les gardes de sécurité doivent raccompagner les 3 accusés au centre de détention et les raccompagner ici lundi avant 9h. L'audience est levée.